Il arrive que le mot égoïsme apparaisse presque comme une accusation automatique, comme si le simple fait de choisir une voie différente suffisait à étiqueter d'emblée une personne ne pensant qu'à elle-même. Il est curieux de constater à quel point ce mot a pris de l'importance, au point que beaucoup préfèrent dissimuler leurs désirs pour ne pas paraître mauvais. Mais ce qui est frappant chez Spinoza, c'est qu'il nous invite à considérer cette impulsion avec moins de crainte et plus d'honnêteté. Il suggère qu'il y a quelque chose de profondément humain dans ce mouvement de bienveillance envers soi-même et que le problème ne réside peut-être pas dans la recherche de son propre bien, mais dans l'incompréhension du sens même de cette quête. Quand on pense à ce qu'on appelle l'amour de soi, on l'imagine souvent comme un repli sur soi, une barrière, presque le signe d'une déconnexion avec le monde. Or, pour Spinoza, un détail crucial entre en jeu: nul ne vit isolé. Chaque action, chaque émotion, chaque choix est intimement lié à notre environnement. Aussi, avant de condamner l'amour de soi, il convient de se demander comment peut-on véritablement apporter quelque chose au monde si l'on vit contre soi-même, si l'on refoule ce qui nous nourrit, si l'on agit davantage par culpabilité que par lucidité. Spinoza part du principe que tout être humain cherche constamment à préserver et à renforcer ce qui le maintient en vie et actif. Cette impulsion n'est pas un défaut moral. Elle constitue la structure même de la vie à l'œuvre. Lorsque nous respirons, lorsque nous évitons le danger, lorsque nous recherchons la compagnie, lorsque nous disons oui ou non à quelque chose, tout cela découle de ce mouvement intérieur qui aspire à la pérennité. Et c'est précisément à ce moment que le mot égoïsme commence à se défaire de la connotation négative qu'on lui attribue habituellement. Au lieu de signifier « je ne pense qu'à moi et je laisse les autres se débrouiller », il acquiert une signification plus mature, prendre soin de soi pour ne pas dériver sans but. Cette perspective change complètement la donne car elle nous oblige à reconsidérer le discours traditionnel qui oppose l'amour de soi au souci des autres. En pratique, il est évident que lorsqu'une personne est épuisée, frustrée, en manque de confiance en elle ou perdue quant à ses désirs, ses relations se détériorent. Elle oscille entre accès de colère, silence, attentes mal formulées, voire de légères manipulations émotionnelles, non pas par méchanceté, mais par incapacité à prendre soin d'elle-même. En revanche, lorsqu'une personne est en harmonie avec ses émotions et comprend ce qui la fortifie, ses actions acquièrent une autre dimension. Elles deviennent fluides. Et cette fluidité, loin d'être égoïste, facilite la vie en société. Prenons des exemples simples: savoir dire non quand c'est nécessaire, reconnaître ses limites, s'éloigner des environnements énergivores, privilégier le repos ou réorganiser sa vie pour lui donner plus de sens. Ces attitudes suscitent souvent des réactions négatives chez autrui, mais cela les rend-il pour autant égoïstes, ou bien sommes-nous tellement habitués à confondre sacrifice et bienveillance que nous perdons la capacité de percevoir qu'une personne qui prend soin d'elle-même est bien plus apte à prendre soin des autres. Spinoza dirait qu'agir contre soi-même est toujours une forme de faiblesse, non de vertu. Cela ne signifie pas que nous devions vivre repliés sur nous-mêmes, mais plutôt qu'une vie qui se détruit pour plaire aux autres n'est pas une vie rationnelle. Le plus intéressant, c'est que, lorsqu'on approfondit cette idée, on réalise que l'amour de soi n'est pas un accessoire, mais bien le noyau d'où tout le reste prend forme. Une personne qui se connaît vraiment n'agit pas impulsivement, ne cède pas à la pression sociale et n'est pas guidée par des sentiments qui la rongent. Elle apprend à faire le tri, à comprendre ses motivations et à reconnaître ses menaces. Et plus elle est consciente de ce processus, plus ses actions deviennent naturellement bénéfiques pour elle-même et pour son entourage. Non par sacrifice, mais parce que cela correspond à l'organisation naturelle de la vie lorsqu'elle est harmonieuse. Ce point est essentiel. La vie ne devient pas plus éthique lorsqu'elle se fait du mal, ni plus belle lorsqu'elle s'abandonne à elle-même.
Spinoza nous fait comprendre que la véritable déviation ne consiste pas à désirer son propre bien, mais à poursuivre des illusions qui nous en éloignent. Parfois, ce que nous appelons égoïsme n'est que le courage d'embrasser ce qui était déjà en nous, mais que la peur du jugement maintenait enfoui. Et ce que nous appelons altruisme n'est peut-être qu'une façon de rechercher l'approbation, d'éviter les conflits ou de tenter de contrôler l'image que nous projetons au monde. En y regardant de plus près, on réalise que l'amour-propre, lorsqu'il est bien compris, n'érige pas de murs. Au contraire, il nous préserve de vivre conditionnés par le regard des autres, de devenir émotionnellement fragiles, de dépendre des louanges ou des menaces pour agir. Il nous confère une force intérieure qui assume pleinement son existence sans pour autant rien exiger de personne. C'est cet amour-propre qui cesse d'être perçu comme un défaut et qui devient le fondement d'une vie plus sereine. Et un autre détail enrichit encore davantage cette réflexion. Lorsqu'une personne nourrit sa vie intérieure, sa présence au monde se transforme. Les conversations cessent d'être des champs de bataille et deviennent de véritables rencontres. Les relations ne reposent plus sur le besoin, mais sur l'échange. Les défis ne paralysent plus, mais invitent à la croissance. La personne cesse d'attendre que le monde la sauve ou la complète, car elle a déjà pris en main son propre destin. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est de la maturité. À mesure que nous comprenons cela, la question initiale, est-ce égoïste de penser à soi, perd de son sens. La question essentielle devient alors, que se passe-t-il pour moi et pour le monde lorsque je m'oublie? C'est alors que nous découvrons que le véritable problème n'a jamais été de vouloir notre propre bien, mais plutôt de ne pas savoir quel bien nous désirons. Et lorsque cette clarté apparaît, ce que nous appelions égoïsme devient le point de départ d'une réflexion bien plus vaste. Et c'est précisément ce changement de perspective qui ouvre la voie à l'étape suivante. Comprendre pourquoi, chez Spinoza, cette impulsion intérieure n'est pas simplement une caractéristique de la vie, mais ce qui définit la vertu elle-même. La réponse commence par la force qui nous maintient en vie. Il existe une force silencieuse qui anime chaque action humaine, une force qui agit sans mots, sans demander la permission et sans jamais prendre de vacances. Spinoza, lui, donna un nom simple et direct, conatus. Mais plus qu'un concept philosophique, le conatus est cette sensation intime de mouvement intérieur que nous ressentons même lorsque notre corps est immobile. C'est cette disposition qui nous pousse à nous lever même les jours difficiles, ce besoin de protéger ce que nous aimons, cette insistance à chercher un sens quand tout autour de nous semble confus. C'est à la fois impulsion, direction et fondement. Et Spinoza affirme une chose audacieuse. Comprendre cette force, c'est comprendre ce que signifie être vertueux. Ce qui est curieux, c'est que, lorsque nous entendons le mot « vertu », nous pensons à quelque chose de lointain, presque moralisateur, comme s'il s'agissait d'une sorte de récompense réservée à ceux qui se sacrifient ou renoncent à eux-mêmes. Mais Spinoza renverse cette idée. Pour lui, la vertu n'a rien à voir avec la négation, mais tout à voir avec la puissance. Être vertueux, ce n'est pas agir contre soi-même, mais agir en accord avec ce qui fortifie véritablement notre existence. Et c'est précisément là que le conatus cesse d'être un instinct fondamental et devient un chemin vers une vie plus pleine. Imaginez un instant que chaque personne soit comme une flamme, certaines brûlent avec éclat et constance, illuminant tout autour d'elles. D'autres tremblent, presque éteintes, réagissant au moindre souffle. Le conatus est ce qui permet à cette flamme de se maintenir et de croître. Mais contrairement à une bougie qui dépend du vent, les êtres humains peuvent apprendre à maîtriser leur propre combustible. Et cet apprentissage, selon Spinoza, est la vertu même. La capacité de comprendre ce qui engendre la force et ce qui l'épuise, et d'agir en conséquence. Ce point de vue bouleverse notre conception de l'égoïsme, de l'altruisme et de la moralité. Si toute action humaine découle de cette quête d'une plus grande capacité d'exister, alors ce que nous appelons générosité
n'est pas une négation de l'intérêt personnel, mais une manière intelligente de le renforcer. Il ne s'agit pas d'aider autrui par une ruse cachée pour obtenir des avantages occultes, mais plutôt d'agir de façon à consolider notre propre intégrité, ce qui améliore inévitablement la vie de notre entourage. La vertu n'est pas une performance, c'est un état d'harmonie intérieure. La force de cet argument apparaît encore plus clairement lorsqu'on considère les moments où le conatus est bloqué. Lorsqu'une personne vit sous l'emprise de la peur, de pression qu'elle ne comprend pas, ou d'émotions qui la poussent à agir contre elle-même, sa force diminue. C'est comme si la flamme s'étouffait. La personne perd en lucidité, réagit de manière impulsive, cherche des solutions de facilité pour apaiser son malaise immédiat et finit par s'engager dans des situations qui ne font qu'accroître sa fragilité. Spinoza soutiendrait que ce n'est pas de la vertu, mais de l'impuissance. Peu importe à quel point une personne peut paraître obéissante, dévouée ou altruiste. Si ses actions l'affaiblissent, ce ne sont pas des vertus. Ce sont les conséquences d'un manque de maîtrise de ses émotions. En revanche, lorsqu'une personne comprend les raisons qui motivent ses émotions, lorsqu'elle devient capable de maîtriser ses désirs au lieu de les subir, un changement profond s'opère. Elle cesse d'être spectatrice de sa propre vie et devient actrice consciente. Cet état ne requiert pas d'héroïsme, mais de lucidité. C'est cette lucidité qui permet de dire oui sans violence envers soi-même, de dire non sans culpabilité et de construire des relations qui ne dépendent pas de jeux émotionnels. Tout cela découle d'un constat simple. La personne a pris le contrôle de son propre potentiel. Spinoza insiste sur le fait qu'il n'existe pas de plus grande vertu. Autrement dit, il affirme que la vie atteint sa plénitude non pas dans le sacrifice, mais dans la compréhension de ce qui la fait véritablement s'épanouir. Cela ne signifie pas se retirer du monde, mais s'y engager avec une plus grande fermeté. Celui qui vit en accord avec ses valeurs fondamentales n'éprouve aucun besoin de dominer, ni de faire constamment ses preuves, ni de se dissimuler derrière des masques moraux. Il agit avec fermeté, car il sait d'où lui vient sa force. Et cette force, loin d'isoler, tisse des liens plus authentiques. Souvent, nous confondons autonomie et indifférence. Nous pensons qu'une personne qui vit uniquement pour elle-même est repliée sur elle-même, égoïste ou distante. Or, Spinoza démontre le contraire. Plus le potentiel d'une personne est intense, plus elle est capable de tisser de véritables liens. Cela s'explique par le fait que la relation naît non du manque, mais de l'abondance. L'autre cesse d'être un palliatif et devient un compagnon. La coexistence n'est plus un échange de dépendance, mais un échange de renforcement mutuel. Le conatus ne nous isole pas, il nous rend plus aptes à vivre pleinement parmi les autres. Et il y a un détail encore plus intrigant. Lorsqu'une personne fait l'expérience de cet essor de son propre potentiel, elle commence à réaliser que certaines formes de morale traditionnelle sont non seulement inutiles, mais aussi néfastes. On nous apprend souvent à percevoir la vertu comme un renoncement, une souffrance, une sorte de trophée conquis au prix de notre propre bonheur. Or, pour Spinoza, une vie vécue contre soi-même n'est pas moralement supérieure, elle est simplement plus fragile. Et cette fragilité est facilement manipulable. Celui qui ignore son propre conatus finit par être guidé par la culpabilité, les pressions sociales, les attentes d'autrui. Le conatus, appréhendé rationnellement, brise ses chaînes émotionnelles. À y regarder de plus près, la question de l'égoïsme se transforme radicalement. Il ne s'agit plus de savoir s'il faut privilégier soi-même ou les autres, comme si le monde était un jeu à somme nulle. La question devient d'où provient la force qui guide nos actions? Est-elle motivée par la peur, le manque ou un besoin d'approbation? Ou bien par la conviction que bien vivre, c'est cultiver ce qui nous fait vivre? Conatus est ce thermomètre. Il révèle si nous progressons ou si nous régressons. C'est précisément cette vision qui conduit Spinoza à affirmer que la vertu et le conatus ne sont pas deux concepts distincts. La vertu est le conatus vécu en pleine conscience.
C'est une vie non mue par des pulsions aveugles, mais par la conscience. C'est un désir qui se comprend lui-même. C'est l'impulsion à continuer d'exister élevée au rang d'un choix éclairé. Et c'est ce qui ouvre la voie à une vie plus libre et plus forte. Comprendre le conatus, c'est réaliser que la véritable force humaine ne réside pas dans le renoncement, mais dans la capacité à reconnaître ce qui développe notre potentiel et à agir en conséquence. Ce point nous amène naturellement à la question suivante. Si toute vertu naît du développement personnel, qu'advient-il de l'idée d'altruisme? Que signifie aider autrui lorsque chaque action découle de son propre potentiel? C'est là que le débat prend une nouvelle dimension. Il existe une idée profondément ancrée dans notre façon de juger les actions humaines. Les gestes véritablement bons sont ceux qui n'apportent aucun bénéfice à celui qui les accomplit. Autrement dit, nous croyons que l'altruisme légitime n'existe que lorsqu'une personne agit par pur sacrifice, sans aucun intérêt personnel. Cette image de la personne véritablement bonne, comme quelqu'un qui s'oublie pour les autres, est puissante, presque sacrée. Mais lorsque nous confrontons cette notion à la philosophie de Spinoza, quelque chose commence à se défaire, non pas parce qu'il ne croit pas à la bonté, mais parce qu'il se méfie de la pureté que nous lui attribuons habituellement. Pour Spinoza, aucune action humaine ne surgit du néant. Chaque choix, chaque geste, chaque décision découle d'une dynamique interne. Nous ne sommes pas des machines morales agissant selon des codes absolus. Nous sommes des êtres affectifs, mus par des désirs, des émotions et des raisons qui tendent toujours à préserver et à accroître notre propre volonté d'exister. Lorsque nous agissons pour autrui, nous répondons d'une certaine manière à cette force. Non pas par un froid calcul d'échange, mais comme une expression inévitable de notre propre nature. Cela ne nie pas la générosité. Cela la retire simplement de son piédestal idéalisé pour la placer sur un plan plus concret. Prenons l'exemple suivant. Une personne consacre une partie de son temps à aider une personne dans le besoin. À première vue, il semble s'agir d'un geste entièrement tourné vers l'autre. Mais que se passe-t-il réellement en elle? Il peut y avoir un sens du devoir, un sentiment d'empathie, le désir d'alléger la souffrance d'autrui, mais aussi une recherche de cohérence avec ses propres valeurs, de sérénité, voire un besoin de se sentir utile. Rien de tout cela n'enlève rien à la beauté du geste. Spinoza propose que ce type d'action ne soit pas une négation de soi, mais plutôt une forme d'affirmation. C'est le conatus agissant à un niveau plus large, où le bien de l'autre s'aligne sur ce qui fortifie celui qui offre son aide. C'est là que réside le paradoxe de la générosité. Plus l'acte d'aider est sincère et spontané, plus il semble jaillir d'un désir profond et non d'une obligation morale. Et plus il découle de ce désir, plus il se rapproche de ce qui renforce notre force. Autrement dit, plus il est authentique, plus il est lié à ce qui nous fortifie. Cela signifie que la véritable générosité n'est pas l'opposé de l'intérêt personnel, mais une forme supérieure de celui-ci. Non pas parce qu'elle recherche un gain extérieur, mais parce qu'elle exprime une vie en accord avec ce qui la nourrit. C'est là que l'idée d'altruisme pur commence à paraître étrange. Car si tout geste humain découle d'un besoin intérieur, alors même les actions les plus nobles sont, d'une certaine manière, égocentriques. Cela ne signifie pas qu'elles soient égoïstes au sens vulgaire du terme. Cela signifie simplement qu'il n'y a pas de séparation entre le bien que nous faisons aux autres et le bien que cela nous apporte. C'est l'une des idées les plus stimulantes de Spinoza. Le bien n'est pas un geste contre soi-même, mais un geste en faveur d'une plus grande harmonie entre l'individu et son environnement. Et cette harmonie n'est possible que lorsque le sujet agit non par peur, par culpabilité ou par contrainte, mais par un désir éclairé. Or, combien cette perspective peut être déstabilisante. Elle touche de front à un aspect sensible de la morale traditionnelle, qui se nourrit de l'image du héros sacrificiel, celui qui renonce à tout pour un bien supérieur. C'est une image puissante, mais aussi dangereuse.
car elle instaure une norme morale impossible à atteindre où tout gain personnel est suspect, et simultanément, elle ouvre la porte à l'hypocrisie. Combien de fois des actions en apparence altruistes ne sont-elles pas, en réalité, des moyens sophistiqués de rechercher la reconnaissance, un statut ou le contrôle sur autrui? Spinoza n'accuse personne, mais propose un prisme pour discerner ces stratagèmes cachés. Et ce prisme nous oblige à reconsidérer non seulement nos actions, mais aussi les motivations qui les sous-tendent. Il en résulte une transformation profonde. Car lorsque nous acceptons que chaque geste généreux découle, dans une certaine mesure, d'un désir personnel, nous nous libérons du besoin de paraître vertueux. Nous n'avons plus besoin de feindre l'indifférence. Nous pouvons simplement reconnaître le plaisir d'aider, le sens de la sollicitude, la satisfaction de contribuer. Et plus encore, la force que procure une vie en accord avec les valeurs qui nous animent. La générosité cesse d'être un fardeau moral et devient le prolongement naturel d'une vie épanouie. Ce changement de perspective modifie également notre façon d'interagir avec autrui. Lorsque nous cessons d'exiger un altruisme absolu, nous commençons à respecter les limites des autres. Nous comprenons que nul n'est tenu de se renier pour prouver sa bonté. De plus, nous réalisons que les relations les plus saines sont celles où chacun reconnaît et protège son intégrité. Les relations fondées sur des échanges forcés ou des attentes irréalistes ont tendance à engendrer du ressentiment. À l'inverse, les relations basées sur des affections qui se renforcent mutuellement ont tendance à se développer naturellement. C'est là que réside précisément le paradoxe. Plus une personne agit en fonction de ce qui la fortifie, plus elle devient naturellement une source de bien pour les autres. Et voici un autre point essentiel. Lorsque nous comprenons que chaque action est, fondamentalement, l'expression d'un conatus, nous commençons à regarder autrui avec plus d'empathie. Au lieu de juger simplistement les comportements comme bons ou mauvais, nous nous demandons « qu'y a-t-il derrière cela ? Quel désir motive cette personne? Que cherche-t-elle à préserver ?» Ce changement de perspective ouvre la voie à la compréhension plutôt qu'à la condamnation. Et cette compréhension est, en elle-même, une forme de générosité. Spinoza nous conduit donc à une vision plus juste de la nature humaine. Nous ne sommes ni des anges, ni des monstres. Nous sommes des êtres traversés par les émotions, qui s'efforcent de préserver leur existence du mieux qu'ils peuvent. Parfois, nous y parvenons clairement, parfois nous trébuchons, parfois nous aidons avec joie, d'autres fois par peur ou par culpabilité. Mais il y a toujours derrière tout une quête de sens, de cohérence, de force. Lorsque cette quête est consciente, la vie acquiert une autre dimension. Et les gestes généreux cessent d'être des obligations et deviennent l'expression naturelle de ceux qui sont en paix avec eux-mêmes. Tout ceci nous amène à une conclusion qui dérange certains, mais qui libère d'autres. L'altruisme pur est peut-être un mythe, mais la véritable générosité, celle qui naît du désir de voir la vie s'épanouir en nous et chez les autres, est profondément réelle. Et c'est peut-être précisément ce qui la rend si puissante. Car elle n'exige pas la perfection, seulement la présence. Elle n'exige pas le sacrifice aveugle, seulement un choix conscient. Et c'est ce qui nous prépare à comprendre plus profondément pourquoi souhaiter le bien d'autrui est, dans bien des cas, le chemin même vers notre propre bien-être. Quand on voit souffrir un être cher, un profond malaise nous envahit. Ce n'est pas un sentiment lointain, ni une simple empathie extérieure. C'est quelque chose qui nous touche directement, comme si la douleur de l'autre déclenchait en nous une véritable perte. Et cette réaction n'est pas seulement émotionnelle. Elle révèle quelque chose de plus profond sur notre rapport au monde. L'autre, lorsqu'il est aimé, devient une composante essentielle de notre propre joie d'être. Spinoza ne romantise pas ce lien. Il le conçoit comme une conséquence logique de la structure du désir humain. Souhaiter du bien à ceux que l'on aime n'est pas un acte de noblesse abstraite. C'est bien souvent le chemin le plus direct pour préserver ce qui nous fortifie. Spinoza part d'une idée claire. Tout ce qui accroît notre capacité à vivre est naturellement désiré par nous.
Cela inclut non seulement les objets, les idées ou les situations, mais aussi les personnes. Lorsqu'une personne nous fait du bien, lorsque sa présence nous apaise, nous inspire ou donne un sens à notre existence, cette personne devient une partie de ce à quoi nous voulons nous attacher, non pas comme une possession, mais comme un prolongement de ce qui nous équilibre. Et si cette personne souffre, si elle s'affaiblit, si elle est frappée par un événement destructeur, l'impact n'est pas seulement moral, il est bien réel. Notre propre structure intérieure est ébranlée, car ce qui nous soutenait en partie est en train de se corroder. C'est pourquoi, lorsque nous souhaitons du bien aux autres, nous ne nous renions pas. Nous prenons, en réalité, soin de notre propre équilibre. Cette attention n'est pas égoïste au sens vulgaire du terme. Elle découle d'une reconnaissance. L'autre est une composante vivante de notre environnement affectif. Et préserver cet environnement sain n'est pas un luxe, c'est une nécessité. Le problème, c'est que, sous l'influence de certaines morales traditionnelles, on nous a appris à considérer ce désir comme impur. On nous a fait croire que le bien que nous faisons n'est authentique que lorsque nous n'attendons rien en retour, lorsque nous n'éprouvons aucun plaisir à faire le bien. Et par conséquent, nous en sommes venus à nous méfier de nos propres intentions. Spinoza propose une voie bien plus claire. Si vous souhaitez du bien à quelqu'un parce que cette personne fait partie de votre propre équilibre, cela n'invalide pas votre geste. Au contraire, cela le rend plus cohérent. Car il ne dépend ni de l'obligation, ni de la culpabilité. Il naît d'une perception profonde. En protégeant l'autre, vous protégez ce qui vous fortifie. Et il ne s'agit ni d'une justification froide, ni d'un calcul stratégique. C'est une manière lucide de comprendre le réseau d'affection dans lequel nous baignons dès la naissance. Imaginez un couple, par exemple. Lorsque l'un des partenaires tombe malade ou traverse une période difficile, l'autre se mobilise. Non seulement parce qu'ils ont promis de prendre soin de lui, mais aussi parce qu'ils perçoivent la souffrance de l'autre comme une menace pour leur propre quotidien, pour leurs liens, pour la stabilité émotionnelle qu'ils ont construite ensemble. Et il n'y a rien de mal à cela. Au contraire, cette mobilisation témoigne de l'importance que la relation a prise dans l'existence même de chacun. La générosité, ici, n'est pas l'antithèse de l'égoïsme. Elle est le reflet d'une identité émotionnelle partagée. Il en va de même pour les amitiés profondes, les liens familiaux, voire certaines relations professionnelles fondées sur la confiance mutuelle. Lorsque nous souhaitons le bonheur, la santé ou l'épanouissement d'autrui, nous consolidons souvent les fondements mêmes de notre propre existence. Aider, ce n'est pas s'effacer, mais reconnaître que notre chemin est indissociable de celui des autres, et que s'ils échouent, nous trébuchons aussi. S'ils brillent, nous rayonnons également. Bien sûr, cette idée effraie ceux qui ont grandi avec l'idéal d'altruisme comme renoncement. Mais Spinoza insiste. Il n'y a point de grandeur à agir contre soi-même. Aucune vertu véritable ne naît du reniement de sa propre nature. Et notre nature est affective, interdépendante, façonnée par les liens qui nous unissent. Lorsque ces liens sont sains, nos actions s'enchaînent avec plus de clarté. Le désir de bien voir autrui n'a pas besoin d'être réprimé, ni sanctifié. Il suffit de le comprendre comme partie intégrante d'un tissu plus vaste qui nous soutient. Cette perspective nous protège également d'un piège courant, celui d'utiliser autrui comme prétexte à nos propres troubles intérieurs. Parfois, nous feignons de vivre pour quelqu'un d'autre, que tout ce que nous faisons est pour son bien, alors qu'en réalité, nous cherchons à éviter de nous confronter à nous-mêmes. Spinoza nous avertit que lorsque le désir est confus, il devient servitude. Lorsque nous aidons en attendant de la gratitude, lorsque nous offrons en espérant quelque chose en retour, lorsque nous donnons en espérant contrôler, nous ne désirons pas le bien de l'autre. Nous utilisons l'autre pour gérer nos insécurités. Et alors, le geste perd toute sa force. Mais lorsque le désir est transparent, lorsqu'il naît d'une conscience authentique que l'autre participe à notre propre épanouissement, la générosité cesse d'être un marché et devient un flux. L'aide que nous offrons est spontanée. L'attention n'étouffe pas.
Le soutien n'exige aucune réponse, car nous avons déjà reçu ce que nous cherchions, le renforcement de ce qui nous fait du bien. C'est une générosité qui ne s'exhibe pas, car elle n'a rien à prouver. Elle se manifeste simplement, comme le soleil qui réchauffe sans rien demander en retour. Et le plus beau, c'est qu'en comprenant cela, nous cessons de voir la vie comme un jeu entre moi et l'autre. La frontière entre les deux commence à s'estomper, car au fond, nous ne sommes pas des îles, nous sommes des systèmes interconnectés, et lorsque ces connexions sont bien entretenues, tout le monde y gagne. Il n'y a ni perte, ni sacrifice, ni prix à payer. Il n'y a qu'un seul choix, cultiver ce qui nous fortifie intérieurement et extérieurement. Spinoza ne dit pas que nous devions vivre pour les autres. Il dit que lorsque nous comprenons ce qui nous anime véritablement, le bien d'autrui se révèle comme une composante essentielle de notre propre chemin. Souhaiter l'épanouissement d'autrui est souvent la voie la plus directe pour préserver la vitalité de notre propre vie. Et c'est ce qui nous prépare à aller plus loin encore. Comprendre pourquoi, pour Spinoza, la vertu est toujours une expression de puissance, et pourquoi l'égoïsme rationnel peut être ce qui, en définitive, nous libère de la culpabilité et de la contradiction. Le mot égoïsme est presque toujours accompagné de mépris. Pour beaucoup, être traité d'égoïste est la pire des insultes. Mais si le problème ne résidait pas dans l'égoïsme en lui-même, mais plutôt dans la façon dont nous le concevons, et si ce que nous condamnons comme un défaut de caractère était en réalité une manière encore immature de rechercher la liberté, Spinoza nous offre une réponse inattendue. Pour lui, la véritable liberté ne se manifeste pas lorsque nous agissons contre nous-mêmes pour paraître bons aux yeux des autres, mais lorsque nous parvenons à comprendre profondément ce qui nous motive et à agir en accord avec cette compréhension. Spinoza ne croit pas que nous soyons libres simplement parce que nous avons le choix. Il déconstruit cette illusion avec précision. Pour lui, la plupart de nos choix ne découlent pas de la raison, mais d'émotions désordonnées. Nous sommes mus par des peurs, par des désirs que nous ne comprenons pas, par des besoins hérités sans nous en rendre compte. Nous faisons des promesses que nous ne pouvons tenir, nous nous engageons corps et âme dans des relations qui nous affaiblissent, nous adoptons des modes de vie qui nous épuisent, et tout cela en croyant maîtriser la situation. Mais nous nous trompons. Car la liberté pour Spinoza ne consiste pas à faire ce que l'on veut, mais à savoir pourquoi on veut ce que l'on veut. C'est là que l'égoïsme apparaît comme une possibilité de liberté. Non pas cet égoïsme impulsif et aveugle qui piétine les autres par plaisir. C'est un égoïsme puéril et réactif qui ignore ses propres actions, mais il existe un autre type d'égoïsme, né de la raison. C'est un égoïsme lucide, construit avec patience, nourri par la clarté sur ce qui nous fortifie et ce qui nous détruit. Cet égoïsme ne nie pas le monde. Il s'y harmonise avec plus d'intelligence. Il affirme « j'existe » et mon existence mérite d'être protégée. Et je ne peux protéger ce qui est en moi que si je sais ce dont ma vie a réellement besoin. Voici le point essentiel. Pour Spinoza, la vertu n'est ni une récompense morale, ni une médaille du sacrifice. La vertu est puissance. C'est la capacité d'agir de soi-même, et non sous l'effet de pressions extérieures. Lorsqu'une personne agit vertueusement, elle est pleinement active, en accord avec sa propre nature. Elle n'imite personne, ne cherche pas à se conformer à un code éthique artificiel, ne sacrifie pas sa santé pour obtenir l'approbation d'autrui. Elle vit simplement en cohérence avec sa structure intérieure, et cette cohérence engendre la puissance. Le pouvoir, en réalité, n'est ni la force brute, ni la domination d'autrui. Il se manifeste dans la légèreté avec laquelle nous menons nos vies. Une personne forte n'a rien à prouver. Elle ne crie pas pour se faire entendre. Elle ne se cache pas pour être acceptée. Elle ne feint pas d'être aimée. Elle est pleinement autonome. Cela ne signifie pas qu'elle vit isolée, mais qu'elle ne dépend plus de la fragilité des autres pour tenir debout. Et c'est précisément pour cela qu'elle est libre. Car elle n'est plus enchaînée aux exigences invisibles d'un monde qui attend constamment de nous
que nous nous sacrifions pour être validés. Dans ce contexte, l'égoïsme est le premier pas vers la maturité. Non pas parce qu'il faut vivre replié sur soi, mais parce que l'on ne peut s'ouvrir sainement au monde qu'en apaisant les tensions intérieures. Spinoza nous montre que, tant que nous agissons par peur, par culpabilité ou par vanité, nous sommes prisonniers. Et ces prisons n'en sont pas moins réelles parce qu'elles sont en nous. On peut paraître libre en apparence et être pourtant totalement dominé par des passions incomprises. On peut suivre toutes les règles, être loué de tous, et pourtant vivre dans la servitude. La seule issue est la connaissance, non pas la connaissance théorique, mais celle qui transforme nos sentiments et nos choix. C'est pourquoi il insiste tant sur le fait que la véritable connaissance nous libère. Lorsque nous comprenons l'origine de nos affections, leurs aspirations et les raisons de leur répétition, nous commençons à choisir avec plus de discernement. Nous cessons de réagir et passons à l'action. Et, en agissant, nous découvrons que tout ce qui paraît bon ne nous fortifie pas forcément, et que tout ce qui paraît égoïste ne nous éloigne pas forcément des autres. Souvent, dire non, prendre ses distances, fixer des limites, privilégier le silence ou changer de cap sont des actes de vertu, car ils naissent de la conscience et non de la confusion. Et cette prise de conscience change tout, car elle nous fait comprendre que la liberté n'est pas une destination, mais un état où la vie s'écoule avec moins de résistance. Être libre, ce n'est pas faire tout ce que l'on veut. C'est ne pas être otage de désirs qui ne nous appartiennent pas. Et pour cela, il faut entreprendre un travail délicat d'introspection, sans masque. Ce processus exige du courage, car il peut nous confronter à des choix difficiles. Nous pouvons découvrir que certaines relations que nous entretenons sont des manières de nous saboter, que certaines causes que nous défendons masquent des faiblesses, que certaines vertus que nous affichons ne sont que des façades. Mais c'est à cet instant précis que commence la véritable liberté. Spinoza propose que la vie vertueuse soit celle où la raison gouverne les affections. Et la raison, ici, n'est pas froideur, elle est clarté. C'est une sorte de lucidité affective qui discerne ce qui fortifie de ce qui affaiblit. Et, sur cette base, elle décide. C'est cet égoïsme qui nous libère, celui de ceux qui ont déjà compris que vivre contre soi-même est une lente voie vers la disparition. Celui de ceux qui ont cessé de chercher à plaire par peur et qui ont commencé à exister avec une plus grande plénitude. Celui de ceux qui, en prenant soin d'eux-mêmes, transforment aussi leur façon de prendre soin des autres. Rien de tout cela n'est facile, car le monde exige constamment que nous soyons bons, même si cela signifie vivre épuisé, frustré ou silencieux. Mais Spinoza propose un autre critère pour mesurer la vie, celui du pouvoir. Si un choix accroît votre pouvoir d'exister, s'il vous rend plus lucide, plus présent, plus entier, alors il est vertueux, même s'il paraît égoïste selon les normes communes, même s'il contredit les attentes, même s'il est déstabilisant. Ce changement de perspective ne résout pas tous les dilemmes, mais il nous rend la responsabilité de notre propre vie, et avec elle, la liberté. Une liberté qui n'a pas besoin d'être ostentatoire ou héroïque. Une liberté qui peut commencer par de simples gestes, mieux dormir, parler avec plus de sincérité, faire des choix plus judicieux, nous éloigner de ce qui nous épuise et nous rapprocher de ce qui nous nourrit. Tout cela, ensemble, tisse la trame d'une vie plus forte. Et une vie plus forte n'a pas besoin de blesser qui que ce soit pour exister. Elle existe tout simplement, avec fermeté, clarté et surtout, liberté. Dès notre plus jeune âge, on nous apprend à croire qu'être bon signifie se sacrifier, que toute véritable vertu exige un renoncement, que seuls ceux qui souffrent pour autrui ou une cause sont moraux. On grandit en entendant que si quelque chose nous procure un bien-être excessif, c'est probablement que ce n'est pas si bien que ça. Et plus c'est difficile, plus cela paraît noble. Cette logique tacite qui imprègne les religions, les écoles, les familles et même les lieux de travail repose sur une idée dangereuse,
que la douleur purifie et que le plaisir, au contraire, corrompt. Spinoza se méfie radicalement de ce récit. Pour lui, la morale du sacrifice est un piège qui nous éloigne de la raison, pervertit nos affections et transforme la vie en un théâtre où nul n'est libre. Seuls les bons acteurs le sont. Cette morale ne se contente pas de nous dicter nos actions. Elle nous impose aussi nos sentiments. Elle exige de nous de la culpabilité lorsque nous tirons profit de quelque chose et de la fierté lorsque nous nous sacrifions pour autrui. Elle nous impose, pour être considérés comme bons, de nous priver fréquemment. Mais cela a un prix. Peu à peu, nous commençons à nous méfier de nos désirs. Nous dissimulons ce qui nous procure du plaisir. Nous inventons des excuses pour ce qui nous fortifie. Et nous apprenons à afficher une bonté qui ne découle pas de la compréhension, mais de la peur de paraître égoïste. Il en résulte un monde peuplé d'individus qui agissent davantage pour paraître vertueux que pour vivre en toute sincérité. Des individus qui sourient malgré l'épuisement, qui aident à contre-cœur, mais avec un sentiment de culpabilité, qui écoutent par obligation, qui donnent en espérant une reconnaissance. Et tout cela sous couvert de vertu. Spinoza appellerait cela un esclavage affectif, car dans cet état, l'individu n'agit pas pour lui-même, il réagit au jugement d'autrui. Et le plus pervers est que plus il se sacrifie, plus les autres attendent la même chose de lui. La logique du sacrifice est insatiable. Plus on cède, plus on est tenu pour responsable. Plus on abandonne, plus on nous rappelle que nous n'en avons pas fait assez. Le problème ne réside ni dans l'aide apportée, ni dans le don donné, ni même dans la bienveillance. Le problème réside dans la motivation. Lorsqu'une personne agit par peur du jugement, par besoin d'être acceptée ou par culpabilité, le geste, même s'il paraît beau, découle d'un trouble intérieur. Et, selon Spinoza, tout ce qui naît de la confusion tend à affaiblir l'individu. Il affirme que la véritable vertu ne provient jamais d'une obéissance aveugle. Elle naît de la lucidité. Une lucidité qui permet d'agir sans s'anéantir, de donner sans se vider de son substance, d'être présent à l'autre sans se trahir. La fausse moralité du sacrifice se révèle souvent dans les petits détails. Quand on dit oui, alors qu'on pense non. Quand on accepte une invitation trop lourde, quand on entretient une relation toxique, juste pour ne pas paraître ingrat, quand on garde le silence par peur de décevoir. Ces gestes, en apparence généreux, sont en réalité des mécanismes de survie émotionnelle. Ils ne sont pas synonymes de liberté, seulement de conditionnement. La personne agit comme on lui a appris à le faire, et non selon ses véritables besoins. Et ce décalage entre ce qu'elle fait et ce qu'elle est érode peu à peu son intégrité. Spinoza propose une éthique radicalement différente. Pour lui, nul ne devient plus vertueux par l'effacement, bien au contraire. La vertu se manifeste lorsque nous parvenons à harmoniser nos affections, à comprendre les forces qui nous animent et à les diriger avec cohérence. Cela signifie que, parfois, la décision la plus vertueuse sera de dire non, de prendre du recul, de rompre des cycles, de rompre des schémas. Ce n'est pas de la froideur, c'est de la maturité. Et la maturité exige le courage d'affronter les regards qui nous qualifieront d'égoïstes simplement parce que nous choisissons de ne pas nous sacrifier systématiquement. Vivre authentiquement a un prix, le prix de décevoir ceux qui se sont habitués à notre obéissance, le prix de rompre avec une culture qui glorifie la souffrance, le prix de renoncer au rôle de martyr. Mais en retour, nous gagnons quelque chose d'inestimable, la réconciliation avec nous-mêmes. La possibilité de faire le bien sans se faire de mal, d'être présent sans être prisonnier, d'aimer sans porter le fardeau de la perfection. La fausse moralité du sacrifice repose sur la culpabilité. Elle nous répète sans cesse que nous devons plus, que nous aurions pu faire davantage, que nous ne sommes pas à la hauteur. Et vivant sous cette pression, nous commençons à juger les autres selon les mêmes critères.
Nous exigeons d'eux qu'ils se sacrifient, qu'ils s'effacent, qu'ils prouvent, d'une manière ou d'une autre, leur valeur par la souffrance. Cela crée un climat émotionnel pesant, où personne ne se sent libre d'exister, où le silence est perçu comme de l'indifférence, le refus comme une offense, le repos comme de l'égoïsme, et pire encore, où les gestes spontanés perdent leur valeur car ils sont considérés comme une obligation. Spinoza démontre que la liberté morale ne naît pas de la négation du plaisir, mais de la compréhension du désir. Que la vie bonne n'est pas celle qui s'étire sous le poids de la culpabilité, mais celle qui s'épanouit grâce à la compréhension. Et que la véritable vertu ne s'impose jamais, elle jaillit de la force même de l'existence. Pour Spinoza, une vie vertueuse n'est pas une vie parfaite, mais une vie qui agit avec lucidité, qui choisit sans se trahir, qui aide sans se vider de son substance, qui aime sans se sacrifier par peur de perdre. Et cela nous amène à une question inconfortable, mais essentielle. Agissons-nous vraiment bien, ou cherchons-nous simplement à le paraître? Nos choix sont-ils le fruit de notre propre réflexion, ou suivons-nous simplement un modèle d'acceptation? La réponse risque d'être douloureuse, mais elle peut aussi nous libérer. Car une fois que nous comprenons les rouages du système, nous pouvons choisir de le quitter. Nous pouvons alors commencer à bâtir une autre éthique, plus légère, plus authentique, plus puissante. Cette éthique ne repose pas sur les apparences, mais sur l'être. Elle n'exige pas le sacrifice, mais la responsabilité. Elle ne glorifie pas la souffrance, mais la compréhension. Et c'est peut-être cette éthique dont nous avons besoin pour vivre plus authentiquement. Une éthique qui ne nous enjoint pas d'être des héros, mais nous invite à la plénitude. Et c'est précisément cette plénitude qui nous prépare à l'étape suivante. Comprendre pourquoi une action n'est véritablement vertueuse que lorsqu'elle découle de la liberté d'être soi-même, et non de l'obligation de paraître, être autre chose aux yeux des autres. Il y a quelque chose de profondément libérateur à cesser de se conformer à des modèles artificiels de bonté et à commencer à agir en fonction de la réalité. Spinoza ne propose ni une liste de commandements, ni un idéal d'être humain à imiter. Ce qu'il propose est bien plus exigeant, que chacun apprenne à vivre en harmonie avec sa propre nature. Et c'est précisément là que l'idée d'égoïsme, ce mot gênant et mal compris, trouve un sens nouveau. Un sens qui n'a rien à voir avec l'arrogance ou l'insensibilité, mais avec l'intelligence pratique. Un égoïsme rationnel qui ne nous isole pas, mais nous aligne sur notre véritable essence. Spinoza part d'une certitude inébranlable. Tout ce qui existe agit pour se perpétuer. Cela vaut pour un arbre, une rivière, un animal, et bien sûr pour l'être humain. La nature n'agit pas contre elle-même. Et lorsqu'un être agit contre elle-même, lorsqu'il commence à détruire sa propre structure pour préserver les apparences, plaire ou se conformer à des modèles extérieurs, il se trouve dans un état de déséquilibre. Ce déséquilibre, chez Spinoza, n'est pas une faute morale. C'est le symptôme que la raison ne gouverne pas encore les affections. Et tant que ce n'est pas le cas, l'individu vit guidé par des forces qu'il ne comprend pas. L'égoïsme rationnel naît précisément lorsque ce cycle est interrompu, lorsqu'une personne se demande sincèrement ce qui enrichit véritablement son existence, ce qui nourrit sa lucidité, ce qui soutient son énergie, ce qui la rapproche d'une vie plus forte, plus libre, plus en accord avec son être profond. Cet égoïsme n'est pas une fermeture des portes, c'est en réalité la seule voie stable pour construire des relations authentiques. Car seuls ceux qui se sont déjà reconnus peuvent se connecter sincèrement aux autres. Seuls ceux qui ne cherchent pas à masquer leur propre fragilité par des gestes vides peuvent offrir quelque chose de précieux. Spinoza insiste sur le fait que toute vertu naît de l'action et non de la réaction. Pour lui, agir, c'est être maître de soi-même, comprendre ses motivations, choisir en toute conscience, ne pas se laisser balloter par les pressions extérieures, les comparaisons ou la crainte de déplaire. Cette manière d'exister ne produit pas l'égoïsme au sens péjoratif du terme, mais l'harmonie avec sa propre nature et avec la nature du monde qui nous entoure.
Celui qui vit selon la raison, loin de devenir froid ou calculateur, gagne en sensibilité. Car il n'est plus en proie à un conflit intérieur constant. Il n'a plus besoin de mentir sur ses sentiments. Il n'a plus besoin de porter les autres pour se sentir utile. Il n'a plus besoin de prouver sa bonté pour se sentir digne. Cette stabilité silencieuse engendre une vie plus légère, plus fluide, plus connectée. Et c'est là pour Spinoza le summum, vivre en paix avec soi-même et par conséquent être en paix avec le monde. Pour lui, la nature ne se trompe pas. Ce que nous appelons erreur ou vice est toujours signe de confusion. Lorsqu'une personne agit contre elle-même, elle n'est pas vertueuse, elle est mue par des forces qui la dépassent. Il peut s'agir de coutumes, d'attentes sociales, d'idées morales déformées. Et plus elle tente de se conformer à ces idées, plus elle s'éloigne de sa propre essence. L'égoïsme rationnel est le chemin du retour. C'est le moment où une personne cesse de vivre en essayant de plaire à des modèles extérieurs et commence à construire une existence qui ait un sens profond, de l'intérieur. Ce mode de vie a une conséquence directe. Il rend une personne plus éthique. Car, chez Spinoza, l'éthique n'est pas une série d'interdits. C'est une manière de vivre qui accroît le pouvoir de tous ceux qui y participent. Quand on vit en toute lucidité, les affections ne génèrent ni dépendance, ni manipulation. Elles engendrent la clarté, elles tissent des liens respectueux de la liberté d'autrui. Elles engendrent des relations non pas alimentées par la culpabilité, mais par le choix. L'égoïsme rationnel permet à chacun d'occuper sa place dans le monde sans s'imposer, se dissimuler ni se saboter. C'est pourquoi c'est si puissant, parce que ce n'est pas une défense contre les autres, mais une affirmation de sa propre existence. Cela dit, voici qui je suis et je m'engage à agir de manière à enrichir ma vie sans nuire à celle qui m'entoure. Cela exige de la maturité. Cela exige de s'écouter honnêtement. Cela exige d'abandonner les fantasmes sur ce que nous devrions être et de commencer à habiter courageusement qui nous sommes vraiment. Et il n'y a rien de plus difficile, ni de plus nécessaire que cela, car le monde nous offre 1000 modèles préétablis. Il nous dicte comment penser, comment aimer, comment réagir, comment exister. Suivre ces modèles nous procure une fausse sécurité. Mais cette sécurité a un prix élevé. Elle nous éloigne de notre propre nature. L'égoïsme rationnel, en revanche, n'offre aucune garantie. Il exige la responsabilité. Il exige que chacun devienne l'auteur de sa propre vie. Et ceci, aussi effrayant que cela puisse paraître, est la seule véritable forme de liberté. Spinoza savait que cette proposition serait dérangeante. Il ne souhaitait pas créer un énième code moral. Il voulait démontrer que la vie n'a pas besoin de règles extérieures si elle est guidée par une véritable compréhension intérieure. Que l'éthique n'a pas besoin de peur, mais de lucidité. Que le bien ne naît pas de l'obéissance, mais de la clarté. Et que nul n'a besoin de se sacrifier pour être bon. Il suffit de vivre de telle sorte que son existence accroisse sa propre force et, par conséquent, renforce le monde qui l'entoure. Cette éthique de cohérence, de clarté et de force demeure lorsque nous nous éloignons des discours creux sur la vertu, lorsque nous cessons de feindre la générosité par devoir, lorsque nous cessons d'accuser autrui d'égoïsme simplement parce qu'il ne se renonce pas à nous, lorsque nous comprenons enfin que bien vivre ne consiste pas à suivre un idéal, mais à affirmer avec courage notre véritable nature. C'est précisément pourquoi l'égoïsme, guidé par la raison, se métamorphose. Il cesse d'être un repli sur soi et devient un pont entre l'individu et le monde, entre le désir et la liberté, entre ce que nous sommes et ce que nous pouvons devenir. Telle est l'éthique que propose Spinoza, non pas celle qui divise le monde entre le bien et le mal, mais celle qui invite chacun à vivre pleinement, en toute lucidité et en accord avec sa propre nature. Car, en définitive, c'est la seule voie qui donne sens à la vie. Non par le sacrifice, ni par la performance, mais par l'harmonie entre ce que l'on désire et ce que l'on choisit. Si cette vidéo vous a touché,
Si elle vous a amené à repenser la notion d'égoïsme ou de vertu, n'hésitez pas à laisser un « j'aime » ci-dessous. Cela encourage vraiment la chaîne à continuer de produire du contenu de cette qualité. Abonnez-vous également si ce n'est pas déjà fait, car chaque semaine, nous publions des réflexions comme celle-ci qui abordent de front les problèmes que nous avons tendance à éviter. Et je voudrais savoir ce que vous en pensez. Cet égoïsme rationnel que propose Spinoza a-t-il un sens dans votre vie? Avez-vous déjà été jugé pour avoir pensé à vous-même, même consciemment? Dites-le moi dans les commentaires. Je lis tout et je réponds dès que possible. Et si cette approche à la fois philosophique et directe vous a plu, sachez que ce n'est pas tout. D'autres vidéos sur la chaîne abordent ce thème et enrichiront votre vision des relations, de l'éthique et de la liberté. Choisissez la suivante et poursuivons ce voyage avec moi. À bientôt.